Pour voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Vous avez fait le bon choix de vous informer via le Miroir de la Femme, la télévision Tambara, et nous vous en remercions pour l'entame de cette grande édition soir. Cap sur le palais de congrès où les réseaux de femmes nigériennes pour la paix, tout bon confondu, s'est réunis ce matin pour une prière collective en faveur de la paix pour notre pays, conséquemment à la situation socio-politique qui prévaut. Nos reporters y étaient. Voici le compte rendu. C'est pour que la paix, la stabilité sociale règne dans notre pays que le réseau des femmes nigériennes pour la paix a organisé ce jour 19 mars 2021 une séance de prière collective. Ces femmes ont décidé d'opter pour cette prière étant les couches les plus sensibles au conflit et au vu de la situation actuelle du pays. Allahumma la tadalana fi makamina haza zamban illa ghafarta wala hamlan illa farajta wala aiban illa satarta wala karban illa nafasta wala daynan illa kadaita wala dalan illa hadaita wala jahilan illa alamta wala fakiran illa ganaita wala ganiyan illa barakta wala maridan illa shafaita wala mayyitan illa rahimta ولا عدوا إلا كذلتا اللهم جعل كيدهم في نهورهم اللهم دمرهم تدميرا ومزقهم تمزيقا ودمدمهم دمداما شديدا اللهم إنا نسألك بعزة التي لا ترام والملك الذي لا يدام والعين التي لا تنام والنور الذي لا يطفى وبالوجه الذي لا يبلى وبالديمومة التي لا تفنى وبالحياة التي لا تموت وبالصمدية التي لا تقهر وبالربوبية التي لا تستزل. C'est aussi l'occasion pour elle de lancer des appels à l'endroit des différents acteurs politiques. Nous, femmes nigériennes, épouses, mères, filles, ambassadrices de la paix, gardiennes des valeurs traditionnelles et mères de l'humanité, conscientes qu'en des cas de conflit, nous et nos enfants constituent les principales victimes, interpellons la classe politique dans son ensemble à bannir toute forme de violence, à privilégier le dialogue et à utiliser les voies légales en matière électorale en cas de recours. Demandons à ces mêmes acteurs politiques un sursaut patriotique dans le seul et unique intérêt du pays. Aux médias publics et privés de travailler avec professionnalisme. Aux utilisateurs des réseaux sociaux de vérifier la véracité des informations avant tout partage. Par cette même occasion, nous, femmes nigériennes, félicitons le président de la République, son Excellence Mahamadou Issoufou, pour le respect de la Constitution, consacrant ainsi la première alternance pacifique au Niger. Pour l'amélioration de l'indice du développement humain, pour le prix qui lui a été décerné par la Fondation Mo Ibrahim, pour la distinction honorifique qui lui a été faite par le Nigeria en baptisant une voie express d'Abuja, Issoufou Mahamadou, pour ne citer que cela. Ces femmes lancent un appel à l'endroit de toutes les femmes nigériennes, mères de l'humanité, pour que ce vendredi soit un vendredi de prière pour notre pays, pour la paix et la stabilité sociale.
Qu'Allah exauce, Amin. Merci Zainabou Gagara et Kantama Ibrahim pour ce compte rendu. Et sans transition, vous ne le savez peut-être pas qu'hier, jeudi 18 mars, a été célébrée la journée mondiale du recyclage, une occasion de se pencher sur ces objets dont on ne sait que faire leur dernière heure et pour lequel il existe pourtant des solutions et aussi des savoirs. Qu'en est-il de la question du recyclage au Niger? Voyons cela avec Aïssa Damoulansina. Mise en place depuis 1914 aux États-Unis et devenue mondiale en 2018, plus précisément le 18 mars, la journée du recyclage a pour objectif de sensibiliser et d'informer le public sur l'utilité et l'importance de consommer les produits fabriqués avec les matériaux recyclés. Une occasion de rappeler ce que le recyclage. L'idée vraiment du recyclage, c'est ce qu'on appelle les 3 R, c'est-à-dire réutiliser, recycler et réduire. Donc réduire dans le sens de diminuer la présence de l'environnement. Réutiliser, c'est la forme d'une nouvelle vie. Recycler, donc c'est permettre donc à ce que chaque chose que tu utilises, que ça soit pas juste une seule vie, mais que tu donnes donc véritablement le goût à une nouvelle vie par rapport donc à tout ce qui est utilisé. Vous prenez les bidons de 20 litres par exemple d'huile qu'on vend. Aujourd'hui, ils sont utilisés par les vendeurs d'eau. D'accord, c'est les vendeurs d'eau qui sont en train de les réutiliser pour vendre de l'eau, mais initialement c'est fait pour contenir de l'huile. Mais au lieu de jeter les bidons, mais ils les utilisent et on les vend même. Donc c'est véritablement penser à tous ces différents panoplies de possibilités qui va donner une chance à tous ceux qu'on achète donc d'avoir une seconde vie en fin d'utilisation. La science en matière de recyclage a connu une avancée dans ce monde planétaire, ce qui a permis une prise de conscience chez certains face à cette question de base. Les actions de recyclage ne sont pas à un niveau assez élevé. Pourquoi? Parce qu'on le voit au niveau de notre déchet, il y a plusieurs sortes de matériels aujourd'hui qui peuvent être réutilisés. C'est surtout les sachets plastiques qui sont là, qui sont en train d'encombrer. Et ces sachets-là, ce qu'on dit au niveau du recyclage, c'est éviter de brûler. Parce que quand on brûle, on va dégager les gaz à effet de serre. Et c'est ces gaz à effet de serre aujourd'hui qui causent le phénomène du changement climatique, sans parler aussi d'autres effets donc, qui sont toxiques. D'accord? Parce que le plastique, donc c'est des produits, c'est des hydrocarbures, parce que ça provient par exemple de l'extraction du pétrole brut, et quand on le brûle, ça a un effet à des substances qui sont cancérigènes au niveau du plastique. Donc tout faire, il faut éviter de brûler. Donc transformer, faire d'autres matériels qui, ça va permettre de libérer ces sachets-là ou bien ces différents déchets de manière générale dans notre environnement, sans pour autant que ça soit un problème à nous. La journée mondiale du recyclage est l'occasion de rappeler au gouvernement nigérien le décret sur l'interdiction de l'importation et la commercialisation des plastiques ici au Niger. Enfin, il faut noter que les pouvoirs publics devraient encourager les institutions œuvrant dans le domaine du recyclage. Ce dernier est un moyen pour préserver l'environnement et réduire la pollution, car les déchets d'aujourd'hui sont les ressources de demain. L'actualité, c'est aussi cette cérémonie de mise en service de l'usine de traitement d'eau potable dans la ville de Niamey, un projet de grande envergure du programme de la Renaissance Acte 2 du président de la République, Issoufou Mahamadou. Retour sur le moment fort de cette cérémonie qui a eu lieu hier matin à Goudel avec Alou Mamansani. L'eau, c'est la vie et aucune vie n'est possible sans cette commodité primaire. C'est là une des priorités du programme de la Renaissance Acte 1 et 2 du président de la République, Alaji Issoufou Mahamadou. À travers cette grande cérémonie d'inauguration de la 4e filière du traitement d'eau potable de la ville de Niamey. Un projet aussi de renforcement du système d'alimentation d'eau potable afin de faire face désormais aux coupures d'eau dans certains quartiers de la capitale. Cet investissement dans l'eau potable est une priorité pour le gouvernement du Niger et pour améliorer la santé publique. Et il convient de souligner que les prochaines étapes, telles que le recouvrement des coûts par la mise en pratique d'une tarification équitable
est essentiel pour assurer la pérennité de Goudel 4 et des futurs investissements nécessaires pour desservir la population de Niamey. Financé à hauteur de 88 milliards de francs CFA par les partenaires européens, ONU Pays-Bas, Banque européenne d'investissement, Agence française de développement et Finexfo Belgique. Pour le ministre de l'Hydraulique par intérim, cette usine de traitement d'eau de Goudel a vu le jour grâce à la volonté politique du président de la République, Alaji Youssoufou Mahamadou. Après 30 mois de mise en œuvre, la nouvelle usine d'une capacité de 40 000 m3 est terminée et mise en service. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, cette usine est une preuve supplémentaire de votre volonté politique exemplaire qui vous incite toujours à donner suite aux engagements que vous prenez. En effet, vous avez fait le choix d'être toujours à côté du peuple nigérien et de le servir loyalement. C'est ainsi que vous avez parcouru des hameaux, des villages, communes, départements et régions de notre vaste et beau pays à la rencontre des populations pour vous imprégner des réalités de leur vécu quotidien, sonder leurs aspirations et leur apporter des réponses adéquates. À l'issue des rencontres et échanges francs et sincères avec les laborieuses populations vivant aussi bien en milieu urbain que rural, vous avez eu un aperçu clair des vrais problèmes auxquels elles sont confrontées, dont le plus récurrent est le problème d'approvisionnement en eau potable. Fidèle à votre pragmatisme et votre volonté ardente de résoudre cet épineux problème, voire sempiternel problème, vous avez pris le ferme engagement partout où vous êtes passé de lui apporter une solution durable une fois élu à la tête de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est donc tout naturellement qu'en accédant démocratiquement à la magistrature suprême en 2011, puis avec votre brillante réélection en 2016, vous avez si bien élevé la bataille contre la soif en axe majeur des programmes de renaissance Acte 1 et Acte 2 qui ont guidé votre gouvernance à la tête de notre pays. La mise en service de cette usine permettra désormais d'améliorer la desserte de la production supplémentaire de l'eau potable de 40 000 m3 par jour et de desservir directement plus de 200 000 personnes supplémentaires et indirectement plus d'1 million de personnes. Sur le marché nigérien, on retrouve une panoplie de produits blanchissants chargés de composants aussi nombreux que mystérieux. Ces produits sont-ils dangereux pour la santé? Élément de réponse avec un commerçant et un médecin dans cet élément du studio Kalangou. Les femmes veulent utiliser toujours les produits qui n'ont pas d'effet secondaire. Parce que sur la notice, la glutation doit utiliser 2 fois par jour. Et quand vous respectez l'utilisation qui a dit sur la notice, vous n'avez jamais la dépigmentation. Tout produit qui est, le dosage est fort à utiliser, quand tu dis 2 fois par jour, tu passes le dosage, ça t'éclaircit et ça te prend la dépigmentation. Le produit à l'hydrochloride est éclairci, ça tombe à même pic. Avant, on peut dire qu'il contient de l'hydrochloride, mais il n'y a pas d'explication. Mais maintenant, même les produits à l'hydrochloride sont expliqués à 2 fois par jour en disant sur la notice. Mais avant, quand on fait les produits, on ne précise pas. Moi, je n'ai jamais vendu l'imitation. Je vends toujours des produits qu'on fait fabriquer par l'usine. Je n'ai jamais eu des clients qui viennent dire que leur peau a été dépigmentée, gâtée, parce que depuis ici, j'explique les clients. La surcogique, c'est un dérivé de synthèse donc à partir des champignons. Voilà, donc il a des effets aussi. Par exemple, si vous utilisez l'hydroquinone, les effets sont plus locaux. Donc prenez par exemple, c'est déjà de l'hyperchromie et périorbitaire que vous avez et bilatérale, et juste que les femmes appellent les phares. Donc vous pouvez avoir également une ochronose. Et si c'est la bêta-méthazone que vous utilisez ou bien le clobétazone, là vous pouvez avoir des conséquences cutanées ou bien également des conséquences dans le systémique. Vous pouvez avoir par exemple
des infections à répétition, des furoncles, des folliculites, des infections fongiques, d'accord, des infections virales, bactériennes, tout ça. Donc vous pouvez également aussi avoir des atrophies cutanées. Donc c'est une longue durée. Et ces produits-là peuvent entraîner une hypertension, diabète, et voilà. D'accord. Voilà, maintenant si c'est par exemple l'autre produit là, comment ça s'appelle là, les dérivés mercuriels, et vous pouvez même aller jusqu'à développer une insuffisance rénale ou bien avoir des troubles obstétricaux. En fait, d'autres consultent pour des affections qui sont liées à l'utilisation des produits dépigmentants sans elles-mêmes qu'elles s'en rendent compte. Donc c'est aux praticiens de s'en rendre compte, de leur expliquer cela et puis vraiment de leur dire d'arrêter. Cette année, la période de soudure s'annonce très difficile pour la culture de contre-saison. Les agriculteurs et éleveurs font face à un problème de semences qui sont certes disponibles mais en quantité insuffisante. C'est du moins ce qu'affirme le président de la plateforme paysanne dans ce reportage de Mamadou Soufou et Abdullah Sawabdou. Après une campagne agricole quelque peu inondée, la culture de contre-saison connaît beaucoup de difficultés. Elle fait face notamment à une rareté des semences, mais au niveau des institutions spécialisées et les agriculteurs, on en trouve les semences en faible quantité et en variété. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, avec l'appui des instituts de recherche, nous avons commencé à disposer d'un certain nombre de semences de qualité. Alors ces semences, c'est d'abord pour tous ceux qui sont tout au long du fleuve, région de Tillabéri notamment, à Kolo, à Saï et à Karma, deux types de semences. Des semences de riz, surtout pour les femmes, mais également des semences de niébé. Nous sommes en train de voir maintenant dans quelle mesure on puisse aussi avoir des semences comme le gombo et d'autres semences potagères pour aider ces femmes qui ont perdu en tout cas leur récolte pendant ces inondations-là. Alors, mais en termes de semences, il faut reconnaître qu'aujourd'hui avec l'INRAN et l'ICRISAT ou la Grimette ou l'université, ils sont en train de développer des semences qui permettent aux producteurs d'augmenter la production. Mais au niveau aussi des organisations de producteurs, nous avons aujourd'hui des organisations de producteurs qui sont en train de produire aussi des semences, mais des semences qui sont suivies par les services de vulgarisation. L'inondation de l'année passée qui a affaibli le monde agricole et pastoral est toujours d'actualité sur le long du fleuve et dans certaines mares et marigots au bord desquels les paysans pratiquent l'agriculture, l'élevage et la pisciculture au Niger. Cette inondation a engendré beaucoup de conséquences sur la disponibilité des semences et la vie socio-économique des paysans. Les effets de l'inondation sont toujours d'actualité puisque quand vous regardez dans des bas-fonds ou quand vous regardez même au bord du fleuve, il y a des zones où jusque-là, l'eau est encore dans les périmètres. Donc ça veut dire que les gens ne peuvent pas, quand vous prenez par exemple rien qu'à côté du Niamey à Saga, si vous allez aujourd'hui, vous allez trouver dans des périmètres, dans des parcelles, il y a encore de l'eau. Alors si l'eau n'est pas sortie, comment ces producteurs peuvent encore viabiliser ces parcelles-là? Donc ça veut dire que eux, en dehors qu'ils ont perdu la campagne passée, même cette campagne-là, ils vont perdre ça. Donc ça veut dire qu'encore ils vont être endettés, parce que d'abord ils se sont endettés pour prendre les semences, ils se sont endettés pour prendre les engrais, parce que c'est au moment où ils ont mis l'engrais que l'inondation est arrivée, ils vont s'endetter pour les redevances qu'ils doivent payer. Donc tout ça là accumulé vient encore rendre le petit producteur encore plus pauvre, plus dans des situations très difficiles. Et c'est pour cela que d'ailleurs nous avons, à chaque instant qu'on a l'opportunité de s'adresser à l'État et aux partenaires, on essaie encore de solliciter davantage leur soutien pour venir en aide à ces sinistrés-là, pour venir en aide à ces gens-là qui ont véritablement des difficultés. Une aide de l'État ainsi que les partenaires est nécessaire pour que le monde paysan reprenne ses activités. Faute de quoi, cette période de soudure serait fatale pour la vie socio-économique du pays en général et du monde paysan en particulier. Et c'est l'essentiel pour cette actualité. Merci à vous de nous avoir suivis. Messieurs et mesdames, bon suite au programme et bonsoir.